Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce cours. Un cours qui va être un petit peu vaste. Je ne sais pas si on arrivera à appréhender la totalité du sujet, mais c'est un cours sur un sujet évidemment qui nous tient à cœur de manière constante et plus particulièrement à ce moment de l'année, dans cette période que nous vivons. C'est réfléchir ensemble sur les nouveaux modèles de communication à l'intérieur de la famille. Alors évidemment, qu'on soit bien clair, je ne vais pas me focaliser avec vous sur les problématiques particulières qui sont présentes actuellement. Évidemment qu'on va les aborder et elles feront partie de quelque chose d'important dans notre réflexion, c'est sûr. Mais, on va d'abord en introduction essayer de réfléchir ensemble aux enjeux de l'univers de la communication dans la famille et surtout à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on communique et à partir de cela, eh bien peut-être rentrer dans des choses un petit peu concrètes pour pouvoir améliorer justement le monde de ces relations qui sûrement est déjà bon, mais vers lequel nous devons tendre évidemment au niveau de l'excellence. Alors tout d'abord, rappelons des choses qui sont évidentes pour tout le monde, mais ça ne fait pas de mal de reposer un petit peu les cadres. Une famille, c'est un lieu complexe. Un lieu complexe, pourquoi? Parce que c'est la réunion au quotidien de bon nombre de personnes. Il y a en premier lieu deux êtres qui sont très différents l'un de l'autre. Il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme, et réciproquement. D'ailleurs, c'est très intéressant. Vous avez un texte dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, dans lequel, eh bien, Oula dit, ah mais lorsque l'on parle de l'univers des femmes, par rapport à l'univers des hommes, évidemment, on parle de deux univers différents. Donc, le point d'entrée d'un univers familial, c'est la rencontre avec deux êtres à propos desquels le Talmud nous dit qu'ils sont, en effet, deux univers différents. Ils sont deux êtres qui fonctionnent totalement différemment. Et évidemment, à partir de cela, on peut bien comprendre la complexité qu'il y a de créer cette première cellule dans laquelle, par la suite, avec l'aide d'Hachem, des enfants vont émerger et dans laquelle nous allons devoir donc construire ensemble, développer ce que l'on appellerait un projet commun pour faire aboutir chacune des personnes qui constituent cette famille à pouvoir développer aussi son projet individuel. Et le point de réflexion que je voudrais avoir en premier lieu, c'est tout d'abord de savoir est-ce qu'on a été capable, lorsque l'on a construit une famille, et plus particulièrement actuellement, de mettre de côté la vision fantasmée que l'on avait de ce que devrait être cette famille. Traduit de manière différente, et c'est une idée que tout le monde connaît, on a tous une projection, on a tous un imaginaire, on a tous un désir, que le monde des relations se passe d'une certaine manière, et c'est normal. Soit nous ne voulons pas qu'il se passe comme nous avons pu le voir dans notre propre famille, parce qu'il y a parfois en effet des familles toxiques, malheureusement, soit au contraire nous aspirons à vivre ce que nous avons pu vivre dans notre famille, car en effet elle était équilibrée, et donc équilibrante, ou alors nous avons vu des modèles à l'extérieur et nous avons envie de nous projeter dans ces modèles, ce qui au passage pose une vraie problématique parce que la plupart du temps ces modèles nous ne les connaissons pas de l'intérieur, nous ne savons jamais ce qui se passe dans l'univers des familles lorsque la porte s'est refermée et que vous n'êtes plus, vous, l'étranger, à l'intérieur de ce cadre. Alors, pourquoi il est important de se réfléchir si nous avons imaginé? C'est parce que plus nous allons imaginer, plus évidemment nous allons nous retrouver dans un monde de déception. Parce que la réalité ne correspondra de manière générale pas à ce que nous avons imaginé. Les images d'Épinal que nous transportons sur la manière dont on va communiquer, sur la manière dont on va se dire les choses, sur la manière dont on va faire attention les uns aux autres, sur la manière dont une table de Shabbat va se passer, etc., etc., sont souvent extrêmement éloignées, ces images d'Épinal, des réalités qui sont les nôtres. Et c'est là où j'insiste, des réalités qui sont les nôtres, c'est-à-dire la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Rav Wolbe, d'ailleurs, dans son livre Aléchour, à un moment, va parler de ce qui se joue dans l'univers de la famille et insiste beaucoup sur le fait qu'il serait complètement ridicule pour les gens de s'imaginer qu'ailleurs ça se passe mieux. Évidemment, si chez nous c'est une catastrophe, oui, ailleurs ça se passe mieux. Mais il précise, il dit, il est possible que tu constates que dans ton univers familial, il y ait des choses qui dysfonctionnent. Et que tu regardes et que tu vois chez l'autre et tu as l'impression, bien sûr c'est toujours une impression, que chez cet autre les choses fonctionnent différemment. C'est fort possible. Mais elles fonctionnent peut-être de manière positive et différente dans ce domaine qui chez toi pose problème, mais tu ne sais pas quelles sont
sujets sur lesquels chez toi les choses vont, et peut-être sur ces mêmes sujets les choses ne vont pas par ailleurs. Donc ça va être le point de départ. Lorsque l'on veut réfléchir à famille, lorsque l'on veut réfléchir à communication, lorsqu'on veut réfléchir à échange, il faut en premier lieu faire ce travail de revirginisation de notre esprit, c'est-à-dire d'essayer au maximum de mettre de côté ce que l'on voudrait, ce que l'on imaginerait, et être prêt à découvrir la réalité de ce que l'on va mettre en place. Une vie, et plus particulièrement une vie de couple et une vie de famille, ce n'est pas rejoindre un monde fantasmé, mais découvrir la réalité que l'on va construire au quotidien. On n'est pas là pour rejoindre un monde imaginaire ou imaginé. On n'est pas là pour rejoindre un monde fantasmé. On est là et on découvre au fur et à mesure de notre quotidien ce que l'on est en train de construire. Et évidemment, la complexité de cette construction est liée au fait que les deux êtres qui vont devoir construire sont deux individus radicalement, structurellement différents, deux êtres qui, dans leur psychisme, fonctionnent différemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Talmud nous dit bien que les hommes et les femmes sont deux univers, et le Talmud nous le dit de manière ultra claire. Et donc, à partir de cela, eh bien, évidemment, où est l'enjeu numéro un? L'enjeu numéro un va être justement dans la construction d'une parole commune à l'intérieur de la relation du couple. C'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait une parole qui puisse être entendue par notre conjoint et réciproquement. Et je vais faire une petite parenthèse évidemment par rapport aux réalités dans lesquelles nous sommes actuellement. Actuellement, nous sommes toutes et tous confinés. Confiné, traduction, ça ne veut pas dire que tout le monde est chez lui toute la journée, mais on est chez nous beaucoup plus de temps que ce que l'on a l'habitude. Et je parle pour les personnes qui, par exemple, ont l'habitude d'aller à la synagogue le Shabbat matin, et surtout pour nous les hommes, ça nous fait un peu bizarre quand même de nous retrouver Shabbat matin, sauf si bien sûr on a décidé de dormir jusqu'à 11h, mais c'est un peu dommage. Bon, parfois on peut être très fatigué, mais bon. Eh bien, de réaliser qu'on est beaucoup plus à la maison dans ces moments dans lesquels on avait l'habitude d'être avec des autres. Et évidemment, cette période est une période dans laquelle on va sûrement se confronter à des difficultés éventuelles de communication au niveau de nos échanges et dans d'autres domaines. Et ce pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation inhabituelle, et évidemment dans une situation inhabituelle, nous n'avons pas tendance à réagir de la même manière. Et je veux m'arrêter là-dessus, en premier lieu, pour pouvoir quand même mettre en exergue un point qui me semble être fondamental. Essayons d'imaginer la situation suivante. Vous allez rentrer chez vous à la maison un soir, et on vous informe que votre conjoint a appris une nouvelle, on ne va pas dire dramatique, on ne va pas rentrer dans le drame, dans la souffrance, dans la maladie, dans des choses comme ça, mais voilà, que voilà, il y a quelque chose de compliqué. Hein. Compliqué, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se régler. Et ce conjoint rentre. Vous rentrez à la maison et vous le voyez. Vous savez très bien, si vous avez décidé de réfléchir, que ce conjoint qui est confronté à l'instant T avec quelque chose de complexe ne va pas nécessairement parler, réagir comme il en a l'habitude. Et c'est normal. On ne peut pas, avec facilité, faire un écran total entre les réalités de notre quotidien qui parfois sont complexes et l'univers dans lequel on va se retrouver au niveau de la famille. On peut le faire. C'est quelque chose de difficile, même si on ne laisse pas rentrer cet univers chez nous, mais cet univers extérieur a eu un impact sur nous-mêmes, qu'on le veuille ou pas. On sait très bien que ce qu'on nous a dit, ce qui s'est passé, va avoir une influence sur ce qui se joue à l'intérieur de nous. Celui qui prend le temps de réfléchir à cela, évidemment, arrivera sans aucune difficulté à savoir comment prendre d'une manière différente une parole ou une réaction de son conjoint, parce que tout simplement, il va chercher à la contextualiser. Et je vais prendre cela ne serait-ce que dans un univers sympathique. Eh bien, on va aux fiançailles d'un enfant, on va que sais-je. Évidemment, vous savez très bien que votre conjoint le vit d'une certaine manière,
et ça va l'amener à réagir d'une certaine manière par rapport à certaines choses. Certaines personnes dans des événements heureux sont très tendues, sont très stressées. Et donc cette tension et ce stress va les amener à avoir des réactions inhabituelles. Ce que je dis a l'air d'être au fond très simple. Mais vous savez, parfois il faut se redire les choses simples parce que ça ne fait pas de mal de les réinscrire à l'intérieur de nous. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un travail à faire, évidemment, c'est ce que j'appellerais la recontextualisation de la relation. C'est-à-dire savoir que nous avons face à nous un être qui n'est pas évidemment dans son état normal, parce que chacun avec ses peurs et ses angoisses, chacun avec ses expériences ou ses non-expériences, chacun avec l'impact que peuvent avoir sur lui l'annonce de toutes sortes de nouvelles, chacun avec son stress, et chacun donc évidemment avec la manière dont ça va l'impacter intérieurement. Et donc, s'il y avait un travail à faire, en premier lieu, et on va reprendre par la suite la base même de la communication dans l'univers du couple et de la famille, c'est tout d'abord s'arrêter et de se dire, et même si le terme va vous sembler peut-être un petit peu fort, je suis face à un conjoint anormal, qui n'est pas dans la norme habituelle. Pourquoi ? Parce que soumis à une réalité, et je ne sais pas de quelle manière ce conjoint vit cette réalité que moi je peux vivre peut-être de manière radicalement différente. Vous avez dans des couples des personnes qui sont d'un naturel extrêmement positif et optimiste, et d'autres qui le sont un peu moins, voire pas du tout, voire parfois c'est légèrement le contraire. Et donc évidemment, je ne peux pas m'imaginer la manière dont l'autre vit les choses et l'incidence que ça va avoir dans l'expression d'une relation au quotidien qui va prendre une forme différente. C'est-à-dire que un événement qui va se passer, qui sera banal, va être vécu et va amener l'autre à réagir surtout de manière différente, mais cette manière différente de réagir, c'est l'expression d'autre chose. C'est l'expression d'autre chose. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais été confronté à une situation qui m'embêtait, voilà, mais pas grave, mais qui m'embêtait vraiment. C'était il y a longtemps. Et puis, j'arrive à mon bureau et je me retrouve face à un collaborateur et puis, ou une collaboratrice, je ne me rappelle plus, quelqu'un qui travaille avec moi, et puis qui me parle, et puis je réagis de manière un petit peu surprenante. Pas dans la colère, mais de manière inhabituelle. Cette personne, qui était loin d'être bête, me demande quelques instants après, puis-je vous voir dans votre bureau ? Je lui dis avec plaisir, cette personne vient me voir, et me regarde et me dit, dites-moi, il se passe quelque chose actuellement, vous avez un souci ? C'est-à-dire avec beaucoup de gentillesse, et évidemment cette personne a analysé cette réaction, et a décidé qu'elle n'était pas l'expression de ce que j'étais habituellement, mais beaucoup plus d'une réaction de quelqu'un qui est soumis à quelque chose, et qui donc à travers cela a géré une situation aussi de manière inhabituelle. Eh bien, je crois que ça va être le premier point qui va être fondamental avant de rentrer dans la communication, c'est-à-dire de savoir comment nous allons décider de vivre intérieurement la dimension inhabituelle de l'autre. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que quand vous avez quelqu'un que vous connaissez, qui est votre conjoint ou ça peut être vos enfants, qui dans une situation a réagi ou dit les choses d'une manière non habituelle, à la limite, ça doit être presque rassurant. Pourquoi ? Parce que si cette personne réagit de cette manière, c'est que nécessairement il y a quelque chose qui la tourmente, qui la touche, qui la bouleverse ou qui lui pose une difficulté. Et donc à partir de cela, évidemment, j'ai la réponse à l'événement auquel je suis confronté et on peut le prendre avec beaucoup de distance. Parce que ce qui va être important par la suite, c'est la manière dont nous gérons à l'intérieur de nous pour ne pas construire une image négative de l'autre à travers des éventuels dysfonctionnements à l'intérieur de la relation et de la communication. Donc je me répète et je me permets de réinsister là-dessus. Actuellement, et on va reprendre après l'univers de la communication, on va essayer de s'attarder aussi un petit peu sur ce qui se passe avec les enfants, eh bien, l'idée
essentiel que nous devons essayer d'inscrire à l'intérieur de nous, c'est que nous ne savons pas comment l'autre vit la situation actuelle. Et nous ne devons pas décider que nous sommes le point de référence et que de la manière dont nous-mêmes vivons les choses, évidemment l'autre doit les vivre de la même manière. Et lorsque l'on voit des modèles de fonctionnement qui nous déstabilisent, des réactions qui ne sont pas habituelles, tout de suite avoir en tête cette idée, cette réaction est liée à la manière dont l'autre vit les événements actuels, et c'est l'expression peut-être de sa tension, de sa difficulté, de son stress, de ce que vous voulez. Donc, je ne vais pas le prendre mal, car je comprends parfaitement ce qui peut être à l'origine de cela. Et cette idée-là, évidemment, elle est fondamentale. Parce que quand vous comprenez, vous ne justifiez pas, évidemment. Quand vous comprenez, on est bien d'accord que ce n'est pas parce que j'ai compris pourquoi l'autre a réagi de cette manière, a dit les choses de cette manière, que pour autant, je justifie sa réaction. Surtout si sa réaction est déstabilisante et dure, et avec des mots un petit peu forts. Mais le fait de la comprendre me permet de la vivre, évidemment, de manière totalement différente. C'est valable pour notre conjoint, c'est valable évidemment pour notre relation aux enfants. Alors, on va reprendre maintenant un petit peu la manière dont la Torah nous propose d'installer une relation de communication à l'intérieur d'une famille et plus particulièrement actuellement. Comment la Torah nous propose-t-elle d'installer une relation de communication à l'intérieur de la famille? Eh bien, le point de départ, au fond, il va démarrer peut-être de cet enseignement dans lequel nos maîtres nous demandent d'apprendre à faire le silence. Nos maîtres nous apprennent à faire le silence. Le Talmud dans Psachim nous dit que tout le travail d'un individu dans ce monde-ci, c'est la sot atzmo que il aime, c'est-à-dire d'être capable de se faire silencieux. Et c'est une humanout, dit le texte, c'est un vrai travail, un travail d'artisan, un travail d'artiste. Alors, évidemment, le Talmud dit par ailleurs que le silence est toujours bon pour les intelligents et les imbéciles. Pour les intelligents parce qu'ils révèlent qu'ils ont un monde intérieur, et les imbéciles parce que quand ils ne parlent pas, on pense qu'ils sont intelligents, évidemment. Mais c'est quoi le silence au fond? Le silence, c'est donner de la place à la parole de l'autre. Lorsque je suis dans le silence, c'est-à-dire non pas d'un silence de type indifférence, évidemment, sinon c'est dramatique, mais cette idée d'apprendre à être silencieux, c'est là pour nous dire attention. Tu es dans un monde dans lequel tu dois montrer à l'autre que tu as envie d'être à l'écoute de la parole qu'il va vouloir exprimer. Et ce désir d'être à l'écoute de la parole du tiers va jouer un rôle non négligeable dans l'équilibre de la relation. Vous le voyez d'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez constaté, au niveau des enfants, surtout quand ils sont petits, mais même plus tard, eh bien de manière très intéressante, les enfants quand ils sont petits, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, les enfants lorsqu'ils sont petits, eh bien lorsqu'ils sont petits, les enfants de manière très, très curieuse et très, très surprenante, eh bien si on leur parle, s'ils nous parlent et qu'on n'est pas vraiment à leur écoute, ils le remarquent immédiatement. Ils nous disent, mais tu m'écoutes? Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui est important, ce n'est pas tant les mots qu'ils sont en train de prononcer, bien sûr qu'ils ont une valeur, mais avant tout le fait qu'on leur révèle leur importance et leur valeur en étant capable de nous poser et de prendre le temps d'être à l'écoute, c'est-à-dire de leur révéler leur importance et leur place. Et cette notion-là est évidemment valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines relationnels, que ce soit dans la relation à l'enfant, que ce soit dans la relation à mon conjoint. Lui révéler son importance et sa place en prenant le temps de me mettre à l'écoute, sans nécessairement me focaliser sur les mots qu'il va prononcer. Évidemment qu'il faut entendre ce qu'il me dit, mais bien comprendre ce qu'il attend en premier lieu, c'est ce temps, c'est cette focale que je vais avoir vis-à-vis de lui ou d'elle.
c'est ça l'élément qui va être essentiel à l'intérieur de ce préambule de communication. Et la période dans laquelle nous sommes, évidemment, est une période très propice, puisque, qu'on le veuille ou pas, nous avons un peu plus de temps. Nous avons un peu plus de temps et il serait peut-être intéressant, et là je vais me tourner vers l'univers de la relation parent-enfant, que nos enfants sachent que nous allons prendre le temps de nous mettre à l'écoute de leurs paroles. C'est-à-dire d'inscrire des moments d'échange à l'intérieur d'un cadre. Alors évidemment, il y a papa, est-ce que je peux avoir ceci, etc., etc. Toutes ces notions-là, elles existent. Mais montrer et révéler à l'enfant, et évidemment à son conjoint, mais on va voir qu'au niveau du conjoint, c'est légèrement différent, montrer à l'enfant la place et l'importance qu'il occupe à travers le fait que nous organisons un moment dans lequel nous allons nous mettre à son écoute, c'est-à-dire un moment dans lequel nous allons être dans un échange très banal, un échange dans lequel on va lui demander qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, non pas dans une forme d'interrogatoire, qu'est-ce qu'il a vu dans la rue. Les sujets sont multiples et variés, mais un moment dans lequel on lui montre « tu es important, j'ai envie de t'écouter ». Vous savez, même avec des adolescents ou des grands, on peut faire la même chose. J'aimerais bien que tu me dises, dis-moi au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as vu comment ça se passait sur ça et qu'est-ce qu'ils disent et tout. Et on l'appelle pour lui dire, j'ai envie d'écouter ta parole. Et au moment où on exprime cela, c'est la posture que nous allons prendre qui va être fondamentale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se doit d'être vraiment centré sur, en effet, tous ces mots qu'il va prononcer, pour qu'il vive pleinement le fait que je suis avec lui, totalement avec lui, et que c'est ça, quelque part, qui va le nourrir. Cette notion-là, elle existe aussi bien au niveau du couple qu'au niveau de l'enfant. Et il serait intéressant, justement, de profiter de cette période pour pouvoir installer ça peut être des micro-moments, qui ne sont pas nécessairement des moments qui durent un quart d'heure, 20 minutes, mais qui, quelque part, comme je l'ai dit précédemment, rassurent la personne sur l'importance qu'on lui donne. Et c'est cela, au fond, un des éléments les plus fondamentaux que nous devons installer dans la famille. Un des éléments les plus fondamentaux que nous devons installer dans la famille, c'est de faire en telle sorte que chacune des personnes, qui vit à l'intérieur de cette structure ait conscience de l'importance qu'elle a. Je dois le faire vis-à-vis de mon conjoint doit le faire vis-à-vis de moi. Je dois le faire vis-à-vis de l'enfant, mon conjoint doit le faire vis-à-vis de l'enfant. Je n'ai pas besoin évidemment que l'enfant le fasse vis-à-vis de moi parce que, a priori, je suis censé savoir quelle est la place que j'occupe. Et plus nous allons travailler dessus, et plus nous allons révéler à l'autre son importance, et plus nous allons lui révéler sa place, et plus l'autre se sentira bien. Or, le but, c'est quoi? C'est non point qu'il n'y ait pas de dispute. Évidemment qu'il risque d'y en avoir. Parce que être les uns sur les autres, surtout parfois pour certaines personnes dans des conditions complexes, crée mécaniquement des tensions. Évidemment. Et qu'on n'est pas tous les jours dans le meilleur état. Mais ce qui est important, c'est de savoir avec quoi on sort. Est-ce qu'on sort avec des moments qui nous ont introduit cette conscience de l'importance et de la place que l'on a ou pas? Et si ces moments ont existé, alors ils ont bâti quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, et les épiphénomènes qui peuvent être présents dans notre journée, dans lesquels il peut y avoir éventuellement tension ou ce que vous voulez, ne vont pas être au fond si fondamentaux que cela. Sur la base de cela, on va essayer donc maintenant de rentrer à nouveau sur le sujet qui était le point d'entrée, c'est-à-dire sur la difficulté de construire une histoire de famille avec deux êtres radicalement différents. Et pourquoi j'ai voulu commencer par cela? Pour justement reprendre cette notion maintenant par rapport à un autre point. Ce point-là, je pense qu'il est sans doute pour vous du domaine de l'évidence, et pour ceux pour qui ça ne l'est pas, ça va être
peut-être une ouverture, et pour les autres, ça va être peut-être de prendre à nouveau le temps d'y réfléchir. Quel va être au fond le problème numéro 1 qu'on va voir dans une relation entre un homme et une femme? On a vu qu'il y a des réalités structurelles radicalement différentes. On a vu que dans la période dans laquelle on doit intégrer et contextualiser la réaction et la manière de fonctionner de l'autre, et ça va être un élément déterminant, évidemment, pour savoir vivre avec une distance émotionnelle certaines réactions qui sont inhabituelles. Ça, clairement, c'est du domaine de l'évidence. Mais, et c'est un travail qu'on a commencé à faire depuis le début de notre relation de couple, et qu'on va essayer d'intensifier pendant cette période, c'est tout simplement de se rappeler que l'ambition d'une relation entre un homme et une femme, c'est de créer en premier lieu ce que j'appellerais un dictionnaire commun. C'est-à-dire de réussir, non pas à faire en telle sorte que l'utilisation du mot que j'ai soit le même pour l'autre, évidemment que non, mais de faire en telle sorte que je connaisse le dictionnaire de l'autre. C'est-à-dire que je puisse décrypter la parole et l'absence de parole de l'autre. Que je puisse décrypter les mots qu'il prononce et ses non-dits, et ses silences, ses postures, ses mimiques, son langage non verbal. Et ça demande un effort très réel. Et cet effort, il est d'autant plus complexe que l'autre, souvent, ne nous donne pas d'éléments pour pouvoir nous permettre de décrypter le sens des mots qu'il utilise. Et donc, à partir de cela, on va devoir évidemment faire travailler notre imagination et arriver à amener l'autre à un moment à nous dire ce qu'il a voulu nous dire. Alors, notre sens de l'imagination, c'est rentrer dans l'étude du Talmud, j'ai envie de dire. C'est dans le Talmud, on ouvre à plusieurs possibilités quand on est dans une situation. Et peut-être se dire quand l'autre dit ça, il veut peut-être dire cela, mais peut-être il veut dire autre chose. C'est-à-dire savoir qu'il y a un monde des possibles dans la compréhension que l'on a des mots que l'autre utilise, évidemment. Et ça, c'est un point important. Mais aussi, amener l'autre à un moment à nous donner le sens de ses postures et de ce qu'il veut réellement nous dire à travers des mots que nous ne comprenons pas toujours. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, regardez, nos enfants sont un terrain d'exploration passionnant pour apprendre à faire ce travail. Un enfant vient et vous dit « j'ai mal ». Alors dans mon langage, dans mon univers, lorsque l'enfant me dit « j'ai mal », ça veut dire qu'il y a un endroit de son corps sur lequel il y a une souffrance palpable, définissable, objective. Généralement, c'est comme ça qu'on le comprend. Si moi, en tant qu'adulte, je dis « j'ai mal », ici à l'épaule, ça veut dire que mon épaule me fait souffrir. Il y a une douleur qui est bien réelle, qui a une dimension objective, que je peux juger comme étant importante, que l'autre, s'il ne l'aurait pas jugée importante, mais en tout état de cause, il y a une réalité. Mais pour l'enfant, j'ai mal, ça ne veut peut-être pas du tout dire cela. On n'est peut-être absolument pas dans l'univers de la douleur et de la souffrance physique. Peut-être que le mot est utilisé par lui parce qu'il sait que ça réveille chez nous un sentiment de compassion. Et donc il risque d'utiliser ce mot parce qu'il a besoin que l'on s'intéresse à lui avec compassion. Et donc, quelle va être la difficulté? C'est qu'on va lui dire « mais où tu as mal ?» Et là, l'enfant va nous dire « j'ai mal ici, j'ai mal là ». Et on risque d'identifier qu'en vérité, il n'a pas mal, et on va dire « mais t'as pas mal ». Et à partir de cela, eh bien, on n'aura pas capté que l'enfant, au fond, avait besoin de dire une phrase qu'il ne sait pas dire, parce qu'il n'a sans doute pas les mots. « Papa, maman, pouvez-vous faire preuve à mon égard du sentiment de compassion que vous avez lorsque quelqu'un a réellement mal physiquement, parce que j'ai besoin de cela à l'instant T pour des raisons qui lui appartiennent. » Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui ont l'habitude de s'adresser de cette manière à leurs parents, évidemment. Et donc, si nous ne faisons pas l'effort de décrypter ce que l'enfant nous a dit, eh bien l'enfant va vivre une déception. Et plus que cela, si en plus nous sommes en train de lui dire « mais tu racontes des bêtises », donc l'enfant se sent frustré
parce qu'il se voit accusé face à une demande qu'il avait et qu'il n'arrivait pas à formuler et que nous n'avons pas voulu décrypter. C'est les fameux « il m'embête », c'est les fameux « c'est pas gentil ». Tous ces mots-là veulent dire autre chose, mais est-ce que nous sommes intéressés à comprendre ce qu'ils veulent réellement dire? Est-ce que nous avons réellement envie d'être à l'écoute et à partir de cela, d'agir ou de réagir par rapport à ce que l'autre est en train de nous exprimer? Et cet effort de décryptage que nous allons faire est quelque chose qui d'abord est important dans le monde de la relation, mais encore plus important dans le fait que lorsque vous faites un effort par rapport à l'autre, eh bien même si celui-ci ne le voit pas techniquement, mais il le ressent. Il ressent qu'en effet j'ai le désir de décrypter, de comprendre, d'aller dans ce que j'appellerais l'au-delà du mot, et c'est cela au fond qui peut le rassurer et qui peut permettre par la suite de renforcer encore plus ce monde de relations. Évidemment, ce travail-là, nous pouvons et nous devons le faire aussi bien dans le couple que dans la relation à l'enfant. Et dans cette période, encore plus, car les peurs, les angoisses, les stress et ce que vous voulez, évidemment, nous avons difficile à les verbaliser tels quels. Donc, ils vont passer à travers d'autres mots, à travers d'autres postures, et ça sera à nous de faire l'effort de chercher à comprendre ce que l'autre est en train de nous dire. Nous avons vu tout à l'heure que les réactions de l'autre doivent être analysées à l'aune des stress éventuels qui peuvent être les siens, et donc nous devons les contextualiser et à partir de cela prendre de la distance, surtout au niveau émotionnel dans la manière dont on les vit. Mais ici, on a un autre travail à faire, et ce travail au fond, c'est quoi? C'est d'être capable maintenant de révéler à l'autre le désir que j'ai de comprendre réellement ce qu'il est en train de me dire. Au niveau d'un enfant, c'est relativement simple. On lui dit « tu as mal, tu veux dire qu'il y a quelque chose qui t'embête et qui t'ennuie ?» « Non, j'ai mal. » Ou « là, là, là. » Dès le moment où il me dit « là, là, là » et je vois bien qu'au fond, c'est pas « là, là, là », évidemment, je comprends qu'il m'a dit autre chose, qu'il m'a envoyé un autre message. Et à ce moment-là, si on n'est pas capable de le prendre dans ses bras, de dire « oh, pauvre chérie, oh là là, viens, viens, regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Comment tu te sens ?» Et c'est là où vous allez parfois entendre « ouais, pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi tout à l'heure il y a eu ça ?» C'est-à-dire que c'était pour lui une manière d'exprimer quelque chose d'autre qu'il ne se sentait capable d'exprimer que dans la mesure où il nous sentait prêt à être à son écoute. Et il s'est dit « je vais ouvrir la porte de l'écoute parentale en créant chez eux un sentiment positif, un sentiment de gentillesse vis-à-vis de moi parce que j'ai mal. » Donc dire j'ai mal, c'est dire est-ce que vous pouvez vous mettre dans une posture de parents qui ont pitié de leur enfant et qui donc, parce qu'ils sont dans cette posture, vont pouvoir entendre la phrase que j'aurais pu leur dire, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient entendue. Regardez, imaginez dans une relation de couple qu'un conjoint dise à l'autre « ah, je me sens pas bien, ah là là, ça va pas ». Je ne parle pas de celui qui se plaint sans arrêt. L'autre dit « oh là là, qu'est-ce qui se passe mon pauvre chéri » etc. « Viens, assieds-toi, je m'occupe de toi ». Et puis à ce moment-là, on dit à l'autre « ouais, et puis je voulais aussi te dire qu'il s'est passé ça et que ça m'a tellement dérangé, etc. » Mais l'autre, il est dans une posture d'écoute. Pourquoi il est dans une posture d'écoute? Parce que nous avons créé le cadre émotionnel, affectif, psychologique pour que l'autre soit dans des conditions positives par rapport à nous. Parfois, on y a rencontré des choses qui ne sont pas totalement exactes. Évidemment, il faut se poser la question. Comment se fait-il que l'autre ne puisse pas me dire cette phrase comme ça en direct? Ça, c'est un deuxième problème. Mais ce qui est sûr, c'est que ces phrases, ces mots qui vont être prononcés, qui vont être exprimés, évidemment, nous devons absolument nous donner les moyens de décrypter ce qu'ils veulent dire et d'être prêts à imaginer que derrière ce que l'autre est en train de dire, évidemment, il y a autre chose, voire même que sa parole numéro 1 n'est pas peut-être vraie, mais elle est là pour créer un contexte favorable pour pouvoir, dans un second temps, nous dire les mots qu'il a besoin réellement de nous dire. Et ça, je pense que c'est passionnant à faire, surtout pendant cette période.
Et au passage, eh bien, on va faire ce que j'appellerais la stratégie du coup franc indirect. C'est quoi cette stratégie? Alors le coup franc indirect pour les footballeurs, n'est-ce pas? On sait que on va donner un coup de pied arrêté dans une balle, mais on n'a pas le droit de la mettre, si mes souvenirs sont bons, directement dans le but. Il faut d'abord, si mes souvenirs sont bons, la passer à quelqu'un pour que lui puisse éventuellement la mettre en but. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui ou pas. Je ne sais pas si c'est obligatoire, pas obligatoire, très sincèrement. J'ai tapé dans une balle comme tout le monde, mais je ne suis jamais rentré dans la subtilité des règles. En tout état de cause, coup franc indirect, c'est je fais partir la balle à droite pour qu'elle reparte à gauche. Eh bien, regardez comment est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui et introduire cette notion-là à l'intérieur du couple via les enfants. On peut à un moment imaginer, et je nous propose de le faire. Si nous avons des enfants, et ce quel que soit leur âge, une fois qu'ils sont en train de dormir, nous asseoir près de notre conjoint et de lui dire « J'aimerais pouvoir parler avec toi ». Et déjà cela, c'est une invitation qui fait du bien. J'aimerais que nous puissions parler ensemble. Mais attention, non pas avec un regard fermé dans lequel l'autre a l'impression qu'on va le mettre à l'éducation. J'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Ce qui est encore mieux parce que tu valorises l'autre. Vous savez, ces petites introductions, ce que je dis a l'air d'être tout bête, tout simple. Mais c'est important. Eh bien, cette introduction-là, elle va nous amener peut-être à dire à l'autre, dis-moi, comment est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu as compris la réaction du petit? Comment tu as compris ce qu'il a dit? C'est-à-dire, on introduit à l'intérieur de la relation de couple, de manière indirecte, l'idée que quand l'enfant a parlé, il a sans doute voulu dire autre chose que ce qu'il avait envie de dire. Et donc faire en telle sorte d'éveiller l'autre, s'il ne l'est pas encore, au fait qu'une parole veut dire parfois d'autres choses, mais seulement on n'est pas prêt à l'imaginer. On la prend telle qu'elle et on n'a pas envie de voir à l'intérieur d'elle soit une ouverture pour créer un cadre propice à d'autres mots, soit tout simplement des mots qui sont là pour ouvrir à d'autres mots que l'on n'arrive peut-être pas encore à dire. Ça, c'est, j'ai envie de dire, un des points essentiels à l'intérieur de cette communication que nous pouvons réinventer dans cette époque. Et maintenant, j'aimerais passer, si vous le voulez bien, à un second point. Alors, je suis bien conscient que ce que j'ai dit, d'abord beaucoup sans doute le savent, sûrement beaucoup d'entre vous le font aussi. On fait alors pour tous ceux qui sont au courant et tous ceux qui le font, on fait ce que l'on appelle une chazara, c'est-à-dire une petite révision de temps à autre. Ça ne nous fait pas de mal et à moins en tête de nous réentendre dire des choses que l'on se doit d'installer au quotidien. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur un second point, qui est la gestion d'une période de ce type pour qu'à partir de cela, on puisse sortir grandi, à travers justement l'univers de la famille. Et pour cela, je vais reprendre un thème qui est, de manière assez intéressante d'ailleurs, présent dans la paracha de la semaine. Et sur la base de cela, nous allons voir comment on peut progresser. On est d'accord qu'actuellement, eh bien, dans bon nombre de familles, les choses ne se passent pas nécessairement au quotidien au plus que parfait, même si ça se passe bien. Évidemment, on peut avoir décidé ensemble que l'on allait remettre en place certaines choses, et c'est quoi ces choses? De ne pas donner d'importance à certaines choses. Évidemment, on peut avoir fait ce choix. De dire, écoute, très sincèrement, moi je n'ai pas envie de donner d'importance à telle et telle chose pendant cette période, des choses qui me concernent, pas qui te concernent. Et peut-être l'autre dira la même chose. Je n'ai pas envie de leur donner d'importance, je m'habitue à relativiser, à mettre les choses à leur place exacte. Ce qui est quand même fondamental, puisque je vous rappelle que la première chose que l'on demande à Dieu au moment où nous prions, c'est quoi? Les 3 premières prières, les 3 premières bénédictions que nous prononçons dans cette fameuse Amida, cette Shmoneh Esrei, ce texte de 18 bénédictions, sont l'expression de la reconnaissance vis-à-vis d'un Dieu qui protège, de ses engagements, de sa sainteté. Et puis tout de suite, quand on a fini ces 3 notions-là, eh bien on va commencer à demander. Et la première chose qu'on demande, on va demander à Dieu qu'il nous donne, en premier lieu, un esprit de discernement. C'est-à-dire la capacité de savoir remettre les choses à leur place, savoir faire la part des choses. Non pas invalider l'importance d'une chose,
mais savoir que relativement à d'autres, elle n'est pas si fondamentale. Ça, c'est peut-être un travail qu'on a fait déjà ensemble. Hein. On s'est dit déjà qu'on allait essayer de faire ce travail. Mais maintenant, moi, je me plaçais en aval. Non plus en amont, mais en aval. On s'est retrouvés dans des situations dans lesquelles les choses ne sont pas si simples. Et évidemment, à partir de cela, il y a des choses qui peuvent créer une difficulté. Alors, on va peut-être se rappeler de ce que la Torah nous demande. La Torah nous dit, la Torah nous dit que nous devons faire des remontrances à l'autre, c'est-à-dire que nous devons dire à l'autre quand les choses ont été difficiles. On doit faire aussi des remontrances lorsque l'autre ne se conduit pas comme il se doit, mais je vous rappelle que ce n'est pas devenir donneur de leçons, loin s'en faut, et les gens adorent devenir flics du bon Dieu, ce n'est pas une profession qui est référencée par la Torah, c'est dans certaines circonstances très particulières, très rares à obtenir, eh bien on pourrait éventuellement faire à l'autre une remontrance, mais ça c'est un autre sujet. Mais le Rambam nous dit que cette obligation-là, elle existe lorsque quelqu'un nous a affecté, nous a touché, c'est-à-dire lorsqu'il s'est passé un événement qui, à un moment, nous a posé une difficulté. Et le Rambam nous dit, tu as deux options. La première option, c'est d'évacuer pleinement, totalement, absolument, radicalement, toute forme d'impact négatif que de ce qui s'est passé. Mais clairement, et sans aucune forme d'ambiguïté, cela est du domaine du rare, même si c'est du domaine du possible. Certaines personnes arrivent face à des situations dans lesquelles elles ont été touchées, affectées, de remettre les choses à leur place et de les évacuer et de faire en telle sorte qu'elles n'aient aucun impact sur la relation par la suite. Mais là, on va rentrer dans le monde de la famille. Eh bien, le Rambam va dire la chose suivante, que chez Echeta Ishnegdo, et pour ceux qui ont déjà entendu un certain nombre de mes cours, ils vont peut-être trouver dans cet enseignement quelque chose qu'ils avaient déjà entendu, que chez Echeta Ishnegdo, lo yistemen u belibo veishtok. Quand l'autre à un moment agit mal vis-à-vis de toi, c'est-à-dire lorsque tu as mal vécu quelque chose, c'est pas que l'autre a décidé d'agir mal, c'est pas que l'autre volontairement a voulu te faire du mal, mais lorsque l'autre m'a fait du mal, c'est-à-dire que j'ai vécu cette histoire et cette histoire m'a touché, m'a affecté. J'ai fait les courses et l'autre m'a dit mais t'as oublié ça. Les enfants, j'ai essayé de leur faire plaisir en faisant des crêpes, ils m'ont dit mais pourquoi il n'y a pas de dessert. Mon mari, je lui ai dit que j'allais m'occuper de telle chose, il m'a dit laisse tomber, de toute façon tu n'y arriveras pas. Que sais-je? D'accord? Que chez Yecheta Ishnegdo, quand quelqu'un a faute vis-à-vis de l'autre, loïstemen ou belibovishtok, tu ne dois pas te taire et garder les choses à l'intérieur. Mais dit le Rambam, mitzvah lochichot est une obligation de faire une remontrance. Mais c'est quoi cette remontrance? Comment tu vas la faire? Est-ce que tu vas arriver chez l'autre en disant c'est pas sympa, pourquoi tu m'as dit ça, et être dans une posture de quelqu'un qui est très très énervé? Évidemment que non. Le Rambam dit qu'à ce moment-là, tu viens vers l'autre et tu lui dis pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait du mal. Et le langage de Maïmonide, il est absolument merveilleux, il est fabuleux, il est génial. Le Rambam ne dit pas que tu dois aller chez l'autre et lui dire pourquoi tu m'as fait ça. Tu dois lui dire pourquoi tu m'as fait ça, tu sais, ça m'a fait du mal. Et le Rambam, Maïmonide, est en train, à travers cette phrase, de nous ouvrir à quelque chose de fondamental. Il est en train de dire, voilà, lorsqu'à un moment, il s'est passé quelque chose de difficile dans la relation, lorsqu'à un moment, à l'intérieur de la famille, et surtout particulièrement à cette époque, il s'est passé quelque chose de complexe. Alors, évidemment, tu as plusieurs lectures possibles de l'événement. La première lecture, c'est de te dire, l'autre sait que ça me fait du mal, il l'a fait volontairement pour me faire du mal et exclusivement pour me faire du mal. C'est une option qui peut exister parfois. Si c'est celle-là que l'on doit retenir de manière ultime et qui s'avère être vraie, il y a, je pense, un travail en profondeur à faire au niveau du couple. Évidemment, et de la famille. Mais de manière générale, évidemment que non. C'est comme quand les gens passent et vous bousculent et vous disent « Désolé, j'ai pas fait exprès ». Moi, j'ai tendance à leur dire « J'espère bien. J'espère bien que vous n'avez pas fait exprès. Je suis sûr que vous ne l'avez pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès, mais évidemment, je sais que vous n'avez pas fait exprès. Alors, si vous n'avez pas fait exprès, pourquoi je devrais me fâcher? Ah, vous auriez dû faire attention? Ok, chacune et chacun d'entre nous, à un moment dans sa vie, n'arrive pas à faire attention à tout. Évidemment. Mais je reprends le Rambam. Le Rambam te dit donc tu dois aller vers l'autre et lui dire pourquoi tu m'as fait ça, tu sais, ça m'a fait du mal. Qu'est-ce que je dis à l'autre? Je dis à l'autre la chose suivante. Je pars du principe que tu ne réalises pas
que certaines choses me touchent particulièrement. C'est-à-dire, je t'accorde le bénéfice de la chose suivante, qu'il n'y a pas de volonté active de ta part de me faire du mal, qu'il n'y a pas de ton côté une envie de me faire souffrir. Ah, mais néanmoins, ça m'a fait mal, ça m'a fait souffrir, ça m'a déstabilisé. Oui, c'est vrai. C'est sûr, c'est une réalité. Mais j'ai envie d'imaginer que si tu l'avais su, tu ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire que tu aurais utilisé un autre moyen de me dire les choses, que tu n'aurais pas réagi de cette manière. Et que donc, c'est le fait que tu n'aies pas conscience de ma sensibilité, de mes ressentis, que tu n'en as pas le savoir qui t'a sûrement amené à agir ou à réagir de cette manière. Et au passage, cette phrase, on peut la dire à l'autre de manière très gentille. Je sais que tu n'as pas voulu être méchant. Je sais que tu n'as pas voulu me faire du mal. Je sais qu'il n'y avait aucune intention. Mais tu sais, moi, quand tu me dis cette phrase ou quand tu agis comme ça me bouleverse, ça me touche, ça me fait du mal. C'est-à-dire mettre en préambule quelque chose. Et cette chose-là, au fond, elle est super importante. Elle est de dire à la personne qui est en face de nous, dans ma tête, je considère que même s'il y a dysfonctionnement dans la relation, il n'est pas l'expression de ce que tu veux vivre dans cette relation. Lorsqu'il y a un moment posture et attitude négative, je ne vois pas dedans l'élément qui définit réellement la manière dont tu me vois et la manière dont tu as envie de créer cette relation ou d'arrêter de la créer avec moi. Je ne vois pas ça comme étant un épiphénomène. Je vois ça plus, parce que l'épiphénomène, c'est quand je le contextualise, évidemment, mais je vois ça plus comme étant l'oubli, parce que ça peut être un oubli, de ma sensibilité, ou alors l'absence de connaissance. Tu ne sais pas, tu ignores, et comme tu ignores, eh bien c'est la raison pour laquelle tu n'as pas été vigilant. Et vous savez, si ça pouvait se passer au niveau des enfants, si nos enfants arrivaient à nous dire cela, mais quelle merveille! Un enfant qui dirait à ses parents, tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait très mal. Je ne pense pas que tu le fais pour ça, mais moi, sache que ça me fait mal. Ça me touche, ou alors ça réveille chez moi certaines blessures, ou alors, voilà, ce que vous voulez. C'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire à ses parents. Parce qu'il leur donne des éléments de ce qui fait partie de son monde intérieur. Ça veut dire qu'il leur fait confiance. Et en même temps, il leur permet par la suite d'essayer, évidemment. Parce que si c'est parce que l'on connaît la sensibilité de l'autre, on arrive systématiquement à en tenir compte, ça serait génial. Le savoir que l'on a de mode de fonctionnement de l'autre ne nous amène pas automatiquement à en tenir compte. Parce que ça, c'est un vrai travail. C'est un univers de réflexes à inscrire chez nous. Mais néanmoins, ça fait énormément avancer les choses. Et je crois que c'est une période dans laquelle on peut prendre le temps et choisir les moments dans lesquels déjà dans notre relation de couple, nous allons essayer de faire ce travail. Mais ce travail doit être précédé en premier lieu de ces paroles dans lesquelles on montre bien à l'autre que nous ne le soupçonnons pas d'avoir voulu mal agir. Et si l'autre se ferme, si l'autre dit qu'arrête de dire de bêtises, etc., etc., alors ça veut dire que l'autre, au fond, se rend compte que nous avons envie d'approfondir la relation et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça lui fait peur. Il y a des personnes qui ont peur de découvrir qu'une relation peut être profonde, authentique et vraie, pour mille et une raisons. Peut-être parfois parce qu'ils n'ont pas vu ça chez leurs parents, et comme ils ne l'ont pas vu, ou qu'ils n'ont pas perçu cela chez leurs parents, même si ça a pu exister, parce que parfois les enfants ont des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité, et bien à partir de cela, ils se refusent pour l'instant de rentrer dans quelque chose de profondément vrai. Et de nouveau, on doit contextualiser, alors pas contextualiser nécessairement par rapport aux situations actuellement, mais se dire, c'est peut-être difficile pour l'autre de rentrer dans ce monde dans lequel on s'ouvre, parce que peut-être cet autre pressent qu'il va devoir lui aussi s'ouvrir et me révéler sa sensibilité, son mode de fonctionnement, et qu'au jour d'aujourd'hui, pour des raisons qui lui appartiennent, il ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que parfois l'autre a ouvert un jour sa sensibilité et a été trahi. Et quand vous avez été trahi, quand vous êtes ouvert au niveau de votre sensibilité, vous avez difficile à vouloir reprendre à nouveau ce travail. C'est pas si simple. Et tout ça exige évidemment de nous un travail et une démarche
de véritable réflexion, de prendre le temps de réfléchir. Mais si on y arrive, c'est génial, parce que ça va permettre au fond d'utiliser une période dans laquelle peut-être il y aura plus de moments de tension pour justement faire émerger le savoir que l'on a besoin d'avoir de l'autre à travers ce type d'échange, à travers ce type de phrase, qu'on peut commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ouvrir en discutant avec l'autre sur l'enfant. Et quand il dit ça, d'après toi, qu'est-ce qu'il veut dire? Et est-ce que tu penses qu'il vit ça de cette manière? Moi, j'ai l'impression qu'il vit de cette manière, même si je ne comprends pas, parce que d'après moi, c'est ridicule de vivre de cette manière, mais il semblerait qu'il vive de cette manière, etc., 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 etc. Alors, évidemment, comme tous les thèmes qu'on a abordés ce soir, on n'en a pas abordé beaucoup, cette notion-là mérite évidemment d'être approfondie. Elle mérite d'être approfondie. J'ai essayé de partager avec vous ici ce que j'appellerais Rocher Prakim des têtes de chapitre. Et maintenant, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, ou même un petit peu moins, d'ailleurs je crois qu'il nous reste 6 ou 7 minutes, et après on fera un épisode, si vous le voulez bien, de questions pour les personnes qui ont envie de poser leurs questions, avec grand plaisir. Eh bien, il existe maintenant un autre point, qui est, j'ai envie de dire, très technique, et que l'on voit plusieurs fois émerger dans la Torah, lorsque Dieu parle, et il dit « Shamati, j'ai entendu ». J'ai entendu. Et ça rentre vraiment dans ce que j'appellerais un point de communication très technique. Je vais l'ouvrir très rapidement et mettre encore un point et on conclura. C'est ce que j'appellerais envoyer des accusés de réception. Envoyer des accusés de réception, ça ne doit pas être systématique, mais c'est quelque chose d'important. C'est une posture ou des mots qui permettent à l'autre de savoir que vous l'avez entendu. Parce que dans la vie, quand vous adressez à quelqu'un, vous ne savez jamais s'il vous a écouté, s'il vous a entendu. Pourquoi? Parce que l'autre est peut-être a un visage peut-être détourné du vôtre. Et on se dit, est-ce qu'il a vraiment entendu? Et je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, et on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de lui révéler son importance en lui disant « j'entends ce que tu dis, j'écoute ce que tu dis ». C'est-à-dire utiliser des termes ou des postures qui montrent à l'autre qu'on est en train de l'écouter. Dernier point, ça c'était juste, j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit tiens, il faut que je ne puisse pas oublier de dire cela, donc je vous le dis. Et dernier point. Ce dernier point, quelque part, il mérite tout un cours, et je vais le résumer très rapidement. Demain soir, c'est Shabbat. Shabbat, vendredi soir, eh bien, nos épouses respectives, pour certains qui ont cette habitude, qui est une belle habitude, leurs filles aussi, allumeront les bougies du Shabbat. Et à propos des bougies du Shabbat, il y a un verset qui dit la chose suivante, pas un verset, pardonnez-moi, c'est un texte du Talmud, qui nous dit que vendredi soir, lorsque l'individu, l'homme, est à la maison, je parle avant que Shabbat rentre, Shalosh dvarim tsarich adam lomar betor beto erev Shabbat, qu'on doit dire 3 choses veille de Shabbat. Alors évidemment, ce n'est pas un pinsomme. Isartem et ravtem adiko et taner. Les 2 premières paroles sont des paroles un peu techniques, c'est celles dans lesquelles on demande à notre conjoint si les prélèvements obligatoires sur la nourriture ont bien été faits, si le hérouv a été fait, parce que si ça n'a pas été fait, ça risque de nous poser des problèmes Shabbat. Donc c'est juste une interrogation. Est-ce qu'on a bien pensé à faire cela? Je vous rappelle que les maîtres du Talmud qui nous donnent cet enseignement sont aussi décrits comme étant les maîtres qui avaient l'habitude d'aider leurs épouses à la maison veille de Shabbat. Le Talmud nous cite plusieurs exemples de maîtres qui chacun avait son habitude pour savoir comment aider à la maison avant Shabbat. Je ferme cette parenthèse. Ce n'est pas le bonhomme qui arrive en disant « t'as fait ci, t'as fait ça », évidemment. 3e parole, adliko et taner, allumer les bougies. Là, ce n'est pas une question parce que si je veux savoir si les bougies sont allumées, eh bien, j'ai qu'à regarder si elles le sont ou pas. Donc, c'est un moment, ce que j'appellerais, dans un langage un peu fort, un ordre. Adliko et taner, allumer la bougie. Allumer les bougies. Et évidemment, si je le dis 2 heures avant Shabbat, mon conjoint va me regarder avec un air surpris en me disant « mais qu'est-ce que tu veux? Shabbat, c'est dans 2 heures. » Donc il y a de fortes chances, et c'est ce que le texte nous dit, im chashecha, au moment où le soleil est en train de se coucher, donc on est juste avant Shabbat, il faut dire à l'autre, allumez les bougies. Et là, le Talmud nous rajoute une phrase
Il nous dit Vetsarich le memrinu benichuta kechid likablinu mines, qui veut dire il faut dire à l'autre les choses calmement, gentiment, afin qu'il puisse recevoir les mots que tu prononces. Et ce texte est merveilleux. Ce texte est en train de nous apprendre un élément fondateur à l'intérieur du monde de la communication dans la famille de manière générale. Ce qui est important dans la vie, c'est de s'intéresser si l'autre va pouvoir entendre les mots que je lui adresse. Moi, j'essaie de m'imaginer une épouse qui, vendredi après-midi, à son époux qui dit de manière calme, tranquille, il lui dit « Chérie, il faudrait peut-être que tu allumes les bougies. » Comment est-ce qu'elle peut l'entendre? Peut-être comme un reproche. Tu es en retard. Alors que elle, depuis hier, se fatigue à préparer un Shabbat merveilleux. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va le recevoir. Et c'est là où, en effet, nos maîtres nous disent à toi de réfléchir comment on peut recevoir, comment l'autre peut entendre tes mots. Et cette réflexion sur comment l'autre peut entendre tes mots doit t'amener donc à élaborer une parole qui va permettre à l'autre d'être à l'écoute réellement. Alors la première chose, évidemment, c'est le ton et la posture que tu as. Mais la seconde chose, c'est cette réflexion. Et je vais vous donner un exemple très simple. On va reprendre l'exemple des bougies. Si un conjoint dit à son épouse « Qu'est-ce que tu nous as fait quelque chose de merveilleux ? C'est exceptionnel, qu'est-ce que je suis impressionné. Ça va, t'es pas trop fatigué. Tu sais, Shabbat et dans quelques instants, n'oublie pas d'allumer les bougies, ou c'est bientôt Shabbat. » Évidemment que, même si l'autre dit « Oui, c'est bon, ça va », mais le fait d'avoir dit tous ces mots auparavant peut lui permettre de recevoir. Et maintenant, si cet autre dit « Mais qu'est-ce que tu me dis ? Je sais très bien », on se tait. Et dans ce cas-là, on va reprendre les choses comme on l'a vu précédemment. Et on dira « Tu sais, quand je t'ai dit ça avec ces mots, eh bien, mon but, c'était tout simplement de te le rappeler et de ne pas te mettre comme si tu étais en faute. Et essayons de réfléchir pourquoi tu l'as vécu de cette manière. » Et la personne va nous dire « Parce que sache que je suis super organisé et que quand on me dit de faire quelque chose qui dans ma tête est déjà prévu, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que je me suis désorganisé. » Et là, on va se dire, donc au fond, ce que tu me demandes, c'est de ne pas dire les choses dans ce genre de situation, et l'épouse peut dire « Oui, je préfère. » Et ça y est, on a avancé. On a avancé, on a franchi des étapes. Voici cet exemple. Évidemment, je sais que ce cours a été très imparfait parce qu'il a, évidemment, il n'a pas, pardonnez-moi, abordé beaucoup d'éléments et surtout, je n'ai pas eu le temps de vous amener les différents textes de la tradition, que ce soit du Chumash et du Talmud, pour étayer, développer les propos qui sont les miens. Je l'ai amené un certain nombre de fois, mais pas systématiquement. On a essayé d'ouvrir des portes sur ce sujet. On a intégré ensemble aussi la particularité de l'époque dans laquelle nous sommes. J'ose espérer que nous arriverons à pouvoir faire exister de l'harmonie dans nos couples, en sachant que, tout simplement, tout mouvement à l'intérieur d'un couple ne peut que faire aboutir quelque chose de beau, dès lors que c'est notre profond désir. Je vous remercie pour votre écoute.